J'ai cumulé 3 emplois pendant 4 années consécutives. Le bâtiment pendant la journée, jusqu'à ce que mes mains saignent à travers mes gants de travail. L'entrepôt la nuit, chargeant des camions jusqu'à ce que mon dos hurle de douleur. La livraison de repas le week-end, conduisant sous la pluie, la neige, quoi qu'il en coûte. Tout ça. Chaque heure épuisante n'avait qu'un seul but, payer les études de droit de ma fiancée, Bridget. Le jour où elle a réussi son examen du barreau, j'ai cru que nous y étions arrivés. J'ai vraiment cru que tout ce sacrifice en avait valu la peine. Mais ce soir-là, Bridget m'a regardé droit dans les yeux, son nouveau tailleur de créateur parfaitement repassé, ses ongles manucurés tambourinant sur la table du restaurant, et elle a prononcé les mots qui ont détruit tout ce en quoi je croyais. Ryan, j'ai besoin de quelqu'un de mon niveau maintenant. Ça n'allait jamais marcher à long terme. 4 ans de ma vie partis comme ça. Mais ce qui s'est passé 3 mois plus tard, alors que je livrais un repas à une vieille femme mourante? Cela a tout changé. Cette seule livraison m'a montré exactement quel était mon vrai niveau. Et il était bien au-dessus de tout ce que Bridget pourrait jamais atteindre. Je m'appelle Ryan Decker, et je vais vous raconter comment la perte de tout ce que je croyais vouloir m'a conduit à trouver quelque chose d'une valeur de 40 millions de dollars que ma mère m'a laissé avant de mourir en me donnant naissance. Mais plus important encore, je vais vous raconter comment j'ai appris que certaines personnes ne vous apprécient que pour ce que vous pouvez leur donner, tandis que d'autres remueraient ciel et terre pour s'assurer que l'on s'occupe de vous, même s'ils n'ont jamais l'occasion de vous rencontrer. J'avais 32 ans et je vivais dans un studio avec des taches d'humidité au plafond et un radiateur qui cliquetait toute la nuit. Toute ma vie avait été une question de survie, pas de vie. Ma mère, Maria, est morte le jour de ma naissance. Des complications pendant l'accouchement que personne n'avait vu venir. Mon père, Harold, m'a élevé seul, travaillant comme mécanicien, la graisse sous les ongles et l'amour dans le cœur. Il est mort dans un accident de voiture quand j'avais 21 ans, me laissant complètement seul au monde. C'est à ce moment-là que Bridget est entrée dans ma vie. La belle et ambitieuse Bridget Ashford, avec son sourire parfait et son plan quinquennal qu'elle avait tracé dans les moindres détails. Elle allait devenir avocate dans un grand cabinet. Elle allait conduire une BMW. Elle allait posséder un Penthouse avec vue sur la ville. Et d'une manière ou d'une autre, dans tous ces plans, je pensais avoir une place permanente. Tu es ma fondation, me disait-elle quand nous étions allongés dans le lit de notre appartement exigu, des livres de droit éparpillés partout. Je ne pourrais pas faire ça sans toi, Ryan. Et j'y ai cru. Mon Dieu, j'ai cru chaque mot. Alors, quand elle a été admise en faculté de droit, je n'ai pas hésité. J'ai abandonné l'université locale où j'étudiais la gestion d'entreprise. J'ai pris ce premier emploi dans le bâtiment chez Brennan Construction, travaillant pour un contremaître nommé Walter Henning, qui aboyait des ordres du lever au coucher du soleil. L'emploi à l'entrepôt a suivi, commençant à 22 h et se terminant à 6 h du matin. Juste assez de temps pour me doucher avant de retourner sur le chantier. Les week-ends étaient consacrés à la livraison pour Quickbit, sillonnant la ville avec des sacs de nourriture qui refroidissaient sur mon siège arrière. Mon ami Jérôme Washington travaillait avec moi sur le chantier. Il me voyait arriver chaque matin, les yeux injectés de sang, les mains tremblantes d'épuisement. « Mec, tu vas te tuer pour cette fille », disait-il en secouant la tête pendant que nous posions les fondations. « Et elle, que fait-elle pour toi pendant que tu te casses le dos ici ?» Elle étudie, je la défendais. Quand elle deviendra avocate, nous en profiterons tous les deux. C'est un investissement dans notre avenir. Jérôme me regardait alors avec pitié dans les yeux. Si tu le dis, mon frère. Rappelle-toi juste que les investissements sont censés rapporter des dividendes. Bridget n'a jamais vu le pire. Elle ne m'a jamais vu vomir d'épuisement derrière le chantier. Elle ne m'a jamais vu dormir dans mon camion entre 2 emplois parce que rentrer à la maison aurait fait perdre de précieuses minutes. Elle ne m'a jamais vu compter ma monnaie pour des nouilles instantanées parce que chaque dollar disponible allait à ses manuels, ses cours de préparation aux examens, sa garde-robe professionnelle pour les stages. Le soir où elle a eu les résultats de son examen du barreau, j'avais tout prévu. J'ai échangé des quarts de travail avec 3 chauffeurs différents pour avoir la soirée libre. J'ai acheté des roses avec l'argent de mes pourboires, les belles, celles d'un vrai fleuriste, pas du supermarché. Je me suis même fait plaisir avec une bouteille de vrai champagne, pas le vin mousseux bon marché que nous prenions d'habitude. Elle dînait avec ses amis de la fac de droit chez Venanz OS, un restaurant italien où les entrées coûtaient plus que ce que je gagnais en une journée. Je l'ai surprise là-bas, entrant avec ma plus belle chemise propre, les roses cachées dans mon dos.
Son amie Pénélope m'a vu la première, et je n'oublierai jamais la façon dont son visage s'est tordu comme si elle avait senti une mauvaise odeur. « Oh » dit Pénélope assez fort pour que toute la table entende. « Le livreur est là. » J'aurais dû comprendre à ce moment-là. J'aurais dû le voir dans la façon dont les épaules de Bridget se sont tendues, la façon dont elle n'a pas immédiatement corrigé Pénélope, la façon dont elle a regardé ses autres amis avant de me regarder. Mais j'étais trop heureux, trop fier d'elle, trop aveugle pour voir ce qui était juste devant moi. Eleanor Caulfield avait 87 ans, confinée à un lit d'hôpital dans l'aile des soins palliatifs de la résidence pour personnes âgées Rosewood Gardens. Elle avait commandé la chose la plus simple de notre menu, une soupe au poulet et des crackers salés. Le genre de commande qui couvre à peine les frais de livraison. Le genre de commande qui m'aurait normalement agacé. Traverser toute la ville pour un pourboire de $5, si j'avais de la chance. Mais cette nuit-là, cette commande, cette vieille femme mourante qui a eu le souffle coupé en voyant mon badge nominatif, qui m'a demandé si j'étais le fils de Maria, qui s'est mise à pleurer et à me supplier de m'asseoir parce qu'elle avait quelque chose que ma mère lui avait laissé il y a 35 ans. Cela a tout changé. Cela m'a montré à quoi ressemble le véritable amour, ce que signifie le véritable sacrifice, et ce que cela veut vraiment dire d'être à un niveau que certaines personnes ne peuvent que rêver d'atteindre. Voici cette histoire. Ma vie avec Bridget avait un rythme, prévisible comme une horloge et tout aussi mécanique. Chaque matin à 4 heures, l'alarme de mon téléphone vibrait sous mon oreiller pour ne pas la réveiller. Je me glissais hors du lit dans le noir, mon corps protestant à chaque mouvement, les articulations raides du labeur de la veille. Dans notre petite cuisine, je lui préparais son petit déjeuner. Œufs brouillés avec du fromage, pain de blé complet, fruits frais quand je pouvais me le permettre, café dans sa tasse préférée de Yellow. Je laissais tout couvert sur le comptoir avec un mot, déchire tout aujourd'hui, ma belle. Amour, à 4h45, j'étais dans mon camion, en route pour le chantier où Walter Henning dirigeait l'équipe la plus rigoureuse de la ville. Walter avait 63 ans, bâti comme une armoire à glace, avec des mains qui pouvaient plier des barres d'armature et une voix qui pouvait faire tressaillir des hommes adultes. Mais il avait un faible pour moi. Probablement parce qu'il voyait quelque chose de familier dans mon désespoir. « Decker » criait-il quand je me traînais sur le site. « Tu as une mine de déterré. C'est quand la dernière fois que tu as dormi 8 heures ? Le sommeil, c'est pour les gens sans objectif, Walter, répondais-je en attrapant mon casque. Des objectifs ou une envie de mourir, marmonna-t-il. Mais il me donnait toujours les heures supplémentaires quand je les demandais. Le travail sur le chantier était brutal mais honnête. Nous construisions un nouvel hôpital pour enfants dans le sud de la ville, et parfois je pensais aux enfants qui y guériraient pendant que mes mains saignaient dans mes gants de travail. Mon coéquipier, Jérôme Washington, travaillait à mes côtés, partageant des histoires sur ses 2 enfants et sa femme Chenise, qui était institutrice. Chenise a encore préparé des sandwichs en plus, disait Jérôme à midi, poussant la moitié de sa nourriture vers moi. Elle dit que tu es trop maigre pour travailler dans le bâtiment. J'étais trop fier pour lui dire que les sandwichs supplémentaires de sa femme étaient parfois le seul vrai repas que je mangeais de la journée. Le reste était des barres protéinées, des boissons énergisantes, tout ce que je pouvais avaler rapidement entre les boulots. À 18 heures, quand le travail sur le chantier se terminait, les autres gars allaient au bar Sullivan's pour noyer la poussière avec de la bière et de l'amitié. Moi, je conduisais directement à l'entrepôt Amazon pour mon service de 22h à 6h du matin. Le superviseur là-bas, Marcus Webb, était un ancien marine qui dirigeait l'équipe de nuit comme une opération militaire. Il respectait le travail acharné et ne posait jamais de questions sur la poussière de béton encore dans mes cheveux ou sur la façon dont mes mains tremblaient de fatigue pendant le coup de barre de 3h du matin. Notre appartement était au 4e étage sans ascenseur dans un immeuble où l'ascenseur était, temporairement, en panne depuis 3 ans. 65 mètres carrés qui coûtaient plus cher qu'il ne le devrait parce qu'il était proche de la faculté de droit de Bridget. Les murs étaient si fins que nous pouvions entendre la télévision de notre voisin, Monsieur Chen, et le bébé de Madame Rodriguez pleurait à toute heure. Mais Bridget l'avait transformé en son sanctuaire d'études. Les livres de droit dominaient chaque surface. La table de salle à manger que nous avions trouvée dans un vide-grenier était ensevelie sous des études de cas et des bloc-notes remplis de son écriture méticuleuse. Elle avait tout codé par couleur avec des surligneurs qui coûtaient plus que mon budget déjeuner pour une semaine. Des post-it couvraient notre réfrigérateur avec des termes juridiques latins que je ne pouvais pas prononcer. Le salon était devenu sa salle d'audience simulée, où elle s'entraînait à ses plaidoiries finales pendant que j'étais assis sur notre canapé d'occasion, jouant le rôle du jury.
Mesdames et messieurs, disait-elle en arpentant devant moi en pyjama. Mon client a été injustement accusé, et je prouverai hors de tout doute raisonnable que la justice exige son acquittement. Elle était magnifique quand elle s'entraînait, tout en feu, passion et conviction. Je la regardais et je pensais, voilà pourquoi je fais ça. Cette femme brillante va changer le monde, et j'ai la chance de faire partie de ce voyage. Bridget venait d'un milieu confortable de la classe moyenne du Connecticut. Son père vendait des assurances, sa mère était hygiéniste dentaire. Il l'avait aidée pour son diplôme de premier cycle, mais la faculté de droit était censée être sa propre réussite. Je veux le mériter moi-même, m'avait-elle dit au début de notre relation. Je veux prouver que je peux le faire. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'elle voulait que je prouve qu'elle pouvait le faire. Je l'avais rencontrée dans un café près de l'université locale où je suivais des cours du soir avant la mort de papa. Elle lisait un manuel de sciences politiques, surlignant avec une telle intensité qu'elle avait déchiré la page. Je lui avais offert mon surligneur neuf, et elle m'avait souri comme si je lui avais donné de l'or. Mon héros, avait-elle dit, et j'étais conquis. Mon père, Harold, avait été tout mon monde après la mort de maman. Il ne s'est jamais remarié, n'a même jamais eu de rendez-vous à ma connaissance. Ta mère, c'était tout pour moi, disait-il dans les rares occasions où il buvait une bière et devenait sentimental. Certaines personnes n'ont qu'un seul grand amour, et Maria était le mien. Il avait travaillé au garage Paulson S Auto Repair pendant 20 ans, rentrant à la maison avec les doigts tachés en permanence et des histoires de carburateur et de problèmes de transmission. Nous vivions dans une maison de location de 2 chambres avec un toit qui fuyait et une chaudière qu'il fallait cajoler, mais c'était notre chez nous. Il m'a appris le travail acharné, à être présent même quand on n'en a pas envie, à prendre soin des gens qu'on aime. Ta mère serait si fière de toi, me disait-il quand je ramenais de bonnes notes ou que je l'aidais à réparer gratuitement la voiture d'un voisin. Elle était intelligente comme toi, toujours à lire, toujours à rêver d'améliorer les choses. Il ne m'a jamais dit qu'elle venait d'une famille riche. Jamais mentionné la fortune de la famille Blackwood ou l'héritage qui m'attendait. Peut-être qu'il pensait que me protéger de cette connaissance était une forme d'amour. Peut-être que c'en était une. Quand papa est mort, j'avais 21 ans et j'étais complètement démuni. Les frais d'obsèques ont anéanti ses économies et mon fonds pour l'université. Bridget se tenait à mes côtés au cimetière, me tenant la main pendant qu'on descendait son cercueil dans la terre à côté de la pierre tombale usée de maman. Je suis là, avait-elle murmuré. Tu n'es plus seul maintenant. Pendant 4 ans, j'ai cru à cette promesse. J'ai structuré toute mon existence autour de son succès. Quand elle étudiait jusqu'à 3 heures du matin, je lui préparais discrètement un café frais. Quand elle stressait pour les examens, je lui massais les épaules et lui disais qu'elle était brillante. Quand elle pleurait à cause de la pression, des camarades de classe compétitifs et des professeurs brutaux, je la tenais dans mes bras et lui promettais que tout cela en vaudrait la peine. Son groupe d'études se réunissait parfois dans notre appartement. Des gosses de riches nommés Preston, Gabriella et Thaddeus, qui se plaignaient de devoir choisir entre leur résidence d'été pendant que je leur servais des encas achetés avec l'argent de mes heures supplémentaires. Ils parlaient des cabinets d'avocats de leurs parents, de leur poste garanti après l'obtention de leur diplôme, de leurs vacances en Europe prévues après l'examen du barreau. Et toi, Ryan, m'a demandé une fois Gabriella, la voix dégoulinante d'un faux intérêt. Quels sont tes projets après que Bridget ait réussi le barreau? Il explore ses options, avait répondu rapidement Bridget avant que je puisse parler. Ryan a l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise. C'était son mot de code pour « inemployable » dans son nouveau monde. Mais j'avais eu des rêves, autrefois. Avant la mort de papa, j'étudiais la gestion d'entreprise avec le projet d'ouvrir mon propre garage automobile, qui offrirait des prix justes et apprendrait la mécanique aux jeunes du quartier. Je voulais l'appeler Harold S. Haven, en l'honneur de papa. Ses rêves ont été enterrés avec lui, remplacés par l'unique objectif de faire en sorte que Bridget termine ses études de droit. C'était ma vie, chantier, entrepôt, livraison, et on recommence. 7 jours sur 7, 4 années de suite, tout menant à ce moment dans le restaurant Venants OS, où tout ce que j'avais construit s'est effondré autour de moi. Les résultats de l'examen du barreau sont arrivés un mardi de septembre. Il avait plu toute la journée, une de ces bruines froides et persistantes qui vous trempent jusqu'aux os et vous font mal partout. J'étais sur le chantier quand Bridget m'a envoyé un texto, les résultats sont là. J'ai réussi, suivi d'une série d'émojis de bouteilles de champagne. J'ai littéralement poussé un cri de joie en plein milieu de la coulée de béton. Jérôme m'a frappé dans le dos si fort que j'ai failli tomber.
Même Walter Henning a esquissé un sourire, ce qui était aussi rare que de trouver des diamants dans sa gamelle. Ta copine a réussi, a demandé Walter, et quand j'ai hoché la tête, il a fait quelque chose d'inédit. Prends le reste de la journée, d'équerre. Payé. Tu l'as bien mérité. Je suis allé directement chez Marello S. Wynne, l'endroit chic du centre-ville où l'on vous regarde de travers si vous portez des bottes de travail. J'ai dépensé $200 pour une bouteille de champagne de France. De l'argent que j'avais secrètement économisé en sautant des déjeuners pendant 2 mois. La vendeuse l'a emballé dans du papier de soie comme si elle était en or, et je l'ai porté jusqu'à mon camion comme si je tenais un nouveau-né. Bridget avait texté qu'elle fêtait ça avec son groupe d'études chez Vincenzo S à 19h. Je suis d'abord rentré chez moi, j'ai pris une douche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau chaude, essayant d'enlever la poussière de béton de mes cheveux. J'ai mis ma seule chemise correcte, la chemise bleue que j'avais portée aux funérailles de papa et que je n'avais pas touchée depuis. J'ai même essayé de me nettoyer sous les ongles avec une brosse, bien que les tâches de chantier soient à peu près permanentes à ce stade. Les roses ont coûté $60 de plus chez le fleuriste. Quelqu'un a des ennuis ou est amoureux, a dit la vieille dame derrière le comptoir avec un sourire entendu. Amoureux, lui ai-je dit. Ma fiancée vient de devenir avocate. Femme chanceuse, a-t-elle dit, ajoutant gratuitement du gypsophile au bouquet. Vincenzo S était le genre de restaurant avec un voiturier et un maître d'hôtel qui prononçait les noms des vins français sans bafouiller. Je n'y étais jamais entré auparavant, j'avais seulement livré de la nourriture à leur entrée de service quelquefois. Franchir la porte d'entrée, c'était comme entrer dans un autre univers, un univers avec des serviettes en tissu, plusieurs fourchettes et des conversations feutrées sur les portefeuilles d'action. J'ai immédiatement repéré la table de Bridget. Elle était au centre, menant la conversation, ses cheveux blonds relevés en ce chignon qu'elle ne faisait que pour les grandes occasions. Elle portait une nouvelle robe, noire et sophistiquée, rien à voir avec les robes d'été qu'elle portait lorsque nous faisions des pique-niques dans le parc au début de notre relation. Tout son groupe d'études était là. Preston Whitfield avec sa mâchoire de Kennedy et son rire de sénateur. Gabriella Morrison, qui avait été pistonnée au cabinet de son père. Thaddeus Blackburn, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie. Et Penelope Sterling, qui regardait les gens comme moi comme si nous étions d'une espèce différente. Je me suis approché avec les roses derrière mon dos, le cœur battant de fierté et d'amour. Penelope m'a vu la première, son expression passant d'une conversation animée à quelque chose qui ressemblait à du dégoût, comme si un rat venait de traverser la pièce. Oh, dit-elle assez fort pour arrêter toute conversation. Le livreur est là. Les mots m'ont frappé comme un coup, mais ce qui a fait plus mal, c'est le silence qui a suivi. Personne ne l'a corrigé. Personne n'en a ri. Le visage de Bridget est passé par une série d'expressions, surprise, embarras, et enfin, résignation. Ryan, dit-elle, sans se lever, sans tendre la main vers moi. Je ne savais pas que tu venais. Je voulais te faire la surprise, dis-je en sortant les roses, essayant de sauver le moment. Félicitations, bébé. Tu l'as fait. Elle prit les roses comme si elles étaient contaminées, les posant rapidement sur une chaise vide. Merci. Tout le monde, vous connaissez Ryan. La table murmura des salutations sans établir de contact visuel. Preston a même regardé sa Rolex comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Je suis resté là, tenant ce champagne cher dans son emballage en papier de soie, me sentant comme un enfant qui s'était égaré dans une fête d'adultes. Il faut qu'on parle, dit soudain Bridget, dehors. Elle marcha devant moi, ses nouveaux talons claquant sur le sol en marbre. Les voituriers nous regardèrent passer, et je me demandais ce qu'ils voyaient. L'avocate et l'ouvrier, la réussite et son boulet. Dans le parking, sous la lueur jaune d'un éclairage coûteux, Bridget se tourna pour me faire face. La pluie avait cessé, mais l'air était encore lourd d'humidité. Elle croisa les bras, un geste que je reconnaissais comme sa façon de construire des murs. Ryan, nous devons discuter de notre avenir. Je sais que les choses vont changer maintenant, commençai-je, essayant de paraître compréhensif. Tu travailleras de longues heures au début, mais nous pouvons y arriver. Je peux ajuster mon emploi du temps et peut-être enfin retourner à l'université moi-même. Elle a ri, mais ce n'était pas un rire chaleureux. C'était le genre de rire qui blesse. Ryan, regarde-toi. Regarde-nous. Tu penses vraiment que ça allait marcher à long terme? Les mots n'avaient aucun sens au début. Mon cerveau refusait de les traiter. De quoi tu parles? On va se marier.
On a des projets. Non, Ryan, tu avais des projets. J'avais des nécessités. Il y a une différence. La bouteille de champagne devint soudain incroyablement lourde dans mes mains. Des nécessités. Elle soupira comme si j'étais un élève lent qui ne pouvait pas comprendre un concept simple. J'avais besoin de soutien pendant mes études de droit. Tu me l'as fourni, et je t'en suis reconnaissante. Mais j'entre dans un monde différent maintenant. Les associés de cabinet d'avocats n'ont pas de mari qui livre de la nourriture. Les collaborateurs n'amènent pas d'ouvriers du bâtiment au gala du cabinet. Ce n'est pas personnel. C'est pratique. 4 ans, dis-je, la voix brisée. J'ai cumulé 3 emplois pendant 4 ans. Et c'était ton choix, répondit-elle, froide comme la pluie de septembre. Je ne t'ai jamais forcé à faire ça. Tu disais que tu m'aimais. Tu disais que j'étais ta fondation. On construit sur les fondations, Ryan. C'est à ça qu'elles servent. Elle retira la bague de fiançailles que j'avais mis 2 ans à économiser pour acheter, en faisant des heures supplémentaires, en vendant les outils de mon père, même sa montre. Le diamant était petit, mais il était vrai, et j'avais été si fier en la lui offrant. Garde-la, dit-elle en la pressant dans ma paume. Peut-être que tu pourras t'acheter quelque chose de bien. Puis elle se retourna et retourna vers le restaurant, vers sa nouvelle vie, vers les gens qui appartenaient à son monde. À la porte, elle s'arrêta et se retourna une dernière fois. J'ai besoin de quelqu'un de mon niveau maintenant, Ryan. Tu peux sûrement comprendre ça. La porte se referma derrière elle avec un doux sifflement d'hydraulique coûteuse. Je suis resté dans ce parking, tenant le champagne que je ne pouvais pas me permettre et la bague qu'elle ne voulait pas, regardant à travers les fenêtres alors qu'elle rejoignait sa table. Ils rirent tous de quelque chose que Preston avait dit, et Bridget sourit comme si elle venait d'être libérée de prison. Sa nouvelle BMW était garée à 3 places de mon camion déglingué. Elle l'avait achetée avec sa prime à la signature de Patterson, Grenier & Associates, où elle avait accepté un poste avec un salaire de départ plus élevé que ce que j'avais gagné au cours des 2 dernières années combinées. Le contraste entre nos véhicules disait tout de la distance qui nous séparait, un fossé que mon amour et mon sacrifice ne pourraient jamais combler. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de radio, rien. Juste le son de mes essuie-glaces repoussant une nouvelle pluie. Le champagne était sur le siège passager, toujours dans son papier de soie, un monument à ma stupidité. Quand je suis retourné à l'appartement, j'ai trouvé qu'elle y était déjà passée. La moitié du placard était vide. Les livres de droit avaient disparu. Elle avait laissé les meubles, la vaisselle, tout ce que nous avions acheté ensemble dans les vide-greniers et les friperies. Elle n'avait pris que ce qui était à elle, ce qui avait de la valeur dans son nouveau monde. Sur le comptoir de la cuisine, elle avait laissé un mot, le loyer est payé jusqu'à la fin du mois. Bonne chance, Ryan. Bonne chance. 4 ans de ma vie, et tout ce que j'obtenais, c'était, bonne chance. Je me suis assis sur notre canapé d'occasion dans notre appartement vide et j'ai ouvert ce champagne à $200. Je l'ai bu directement à la bouteille, seul, portant un toast à l'idiot qui pensait que l'amour signifiait le sacrifice, qui croyait que construire les rêves de quelqu'un d'autre signifiait qu'on pouvait les partager quand ils se réalisaient. 3 mois après le départ de Bridget, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'avais emménagé dans un studio au-dessus d'un restaurant chinois sur Belmont Street, où l'odeur d'huile de sésame et de sauce soja était devenue mon parfum permanent. Le loyer était la moitié de celui de notre ancien logement, et ça se voyait. Le radiateur cliquetait comme s'il était en train de mourir. La seule fenêtre donnait sur un mur de briques, et le robinet de la salle de bain goûtait avec la persistance d'une torture à l'eau. Mais c'était à moi, et personne ne pouvait me l'enlever. J'avais quitté le travail à l'entrepôt et abandonné la plupart de mes quarts sur le chantier. Walter Henning a essayé de me raisonner quand je lui ai dit que je réduisais mes heures. Decker, tu es mon meilleur ouvrier. Ne laisse pas cette femme te ruiner, avait-il dit, une inquiétude sincère plissant son visage buriné. Je ne la laisse rien faire, avais-je répondu. Je suis juste fatigué, Walter. Fatigué jusqu'à l'os. J'ai gardé le travail de livraison parce que c'était celui qui exigeait le moins de moi. Juste conduire, suivre les instructions du GPS, déposer des sacs de nourriture à des gens qui me regardaient à peine. C'était parfait. Pas de pensée, pas de sentiment, juste exister. Hector Ramirez, mon superviseur chez Quick Bit Delivery, avait remarqué le changement immédiatement. Hector était un concentré d'énergie et de préoccupation paternelle des 1M62.
Un ancien boxeur qui avait troqué le ring pour élever 3 filles et gérer des chauffeurs. Tu souriais avant, hermano, m'a-t-il dit un soir alors que je prenais mes commandes. Maintenant, on dirait que tu assistes à ton propre enterrement. Certains jours, c'est ce que je ressens, avouai-je en attrapant les sacs isothermes. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu dois te souvenir de qui tu étais avant elle. Retrouve ce gars-là. Mais je ne me souvenais plus de qui c'était. Avais-je jamais été quelqu'un sans avoir quelqu'un d'autre à prendre en charge? D'abord, papa avait besoin de moi après la mort de maman. Puis, après la mort de papa, Bridget avait besoin de moi. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, sans personne pour qui me sacrifier, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Ce mardi soir de décembre, la commande est apparue sur mon téléphone. Une soupe au poulet et un paquet de crackers salés, livraison à Rosewood Garden Senior Living, chambre 247, aile des soins palliatifs. Le nom sur la commande était Eleanor Caulfield. J'ai failli la refuser. Rosewood Gardens était à 30 minutes de route de l'autre côté de la ville, et le total de la commande était à peine de $8. Le pourboire serait minime, voire inexistant. Mais quelque chose m'a poussé à l'accepter. Peut-être la mention de l'aile des soins palliatifs. Peut-être le fait de savoir que quelqu'un était en train de mourir et voulait juste une soupe chaude. Peut-être que j'en avais juste marre de dire non à tout. Rosewood Gardens était magnifique, de la manière dont les endroits chers le sont toujours. Des pelouses manucurées, même en hiver, une allée circulaire avec une fontaine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnerais en 5 ans. Des fenêtres qui brillaient comme si elles étaient nettoyées tous les jours. L'aile des soins palliatifs se trouvait dans un bâtiment séparé, relié par une passerelle couverte. Plus calme, plus sobre, comme si le bâtiment lui-même chuchotait. La réceptionniste, une jeune femme aux yeux bienveillants nommée Bethany, m'a adressé un sourire triste quand j'ai dit que j'avais une livraison pour Eleanor Caulfield. Chambre 247, dit-elle doucement. Elle est très malade, j'en ai peur. Si elle dort, laissez-la simplement sur sa table de nuit. Elle mange rarement, mais elle insiste pour commander de la soupe tous les quelques jours. Je pense qu'elle veut juste se sentir normale, vous savez. J'ai hoché la tête et me suis dirigé dans le couloir silencieux. Les portes des chambres que je passais étaient légèrement ouvertes, révélant des aperçus de chapitres finaux. Un vieil homme regardant un match de baseball sans le son. Une femme tricotant malgré ses mains tremblantes. Un couple se tenant la main pendant que l'un dormait et que l'autre veillait. La chambre 247 était au bout du couloir. J'ai frappé doucement et j'ai entendu une voix faible mais claire dire « Entrez ». Eleanor Caulfield était redressée dans un lit d'hôpital qui semblait avaler sa petite silhouette. Elle ne devait pas peser plus de 40 kilos. Ses cheveux blancs étaient fins mais bien brossés, et elle portait une veste de lit lavande qui semblait tricotée à la main. Mais ses yeux étaient vifs, d'un bleu éclatant, et pleinement alertes malgré la perfusion de morphine attachée à son bras. Livraison du dîner, dis-je, essayant de paraître joyeux. Une soupe au poulet et des crackers. J'ai posé le sac sur sa table de nuit et me suis tourné pour partir, mais elle me fixait avec une intensité qui m'a fait m'arrêter. Ses yeux s'étaient écarquillés et sa main fine s'était portée à sa bouche. « Attendez, dit-elle, sa voix soudain plus forte. Votre badge? Comment vous appelez-vous? J'ai touché le badge en plastique de Quickbit sur ma chemise. Ryan. Ryan Decker. Le changement en elle fut immédiat et spectaculaire. Ses yeux se remplirent de larmes qui coulèrent sur ses joues parcheminées. Tout son corps se mit à trembler, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait une urgence médicale. Êtes-vous le fils de Maria, Alta-T-L? Maria Decker? Le son du nom de ma mère prononcé par cette étrangère m'a glacé. Personne ne m'avait dit son nom depuis des années. Même papa avait eu du mal à parler d'elle, l'appelant généralement « ta mère » quand il devait la mentionner. Maria était ma mère, dis-je lentement. Mais elle est morte quand je suis né. La connaissiez-vous? Eleanor se mit à sangloter pour de bon maintenant, tendant les deux mains vers moi. Oh, mon cher garçon, asseyez-vous. S'il vous plaît, vous devez vous asseoir. Je vous cherche depuis 35 ans. Je me suis retrouvé à m'enfoncer dans le fauteuil visiteur à côté de son lit, le cœur battant à tout rompre. Vous me cherchiez? Pourquoi? J'étais son infirmière, dit Eleanor, s'emparant de mouchoirs. Eleanor Caulfield, bien que je m'appelais Eleanor Brennan à l'époque. J'étais jeune, juste 25 ans,
et je travaillais à la maternité de l'hôpital Saint-Maries. Votre mère, elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le sentir. Le médecin n'arrêtait pas de dire que tout allait bien, mais Maria savait. Eleanor attrapa un verre d'eau avec des mains tremblantes, et je l'ai aidée à boire une gorgée. Elle continua, sa voix pressante comme si elle craignait de manquer de temps avant de pouvoir tout me dire. 2 jours avant votre naissance, Maria m'a prise à part. Elle était si belle, votre mère, avec des cheveux épais et sombres et ses yeux verts qui semblaient voir à travers vous. Elle a glissé une enveloppe dans mes mains et m'a fait jurer sur tout ce qu'il y a de plus sacré que si quelque chose lui arrivait, je la garderais en sécurité jusqu'à ce que vous soyez assez grand pour comprendre. Quel genre d'enveloppe? Ma voix sortit étranglée. Des documents juridiques, une lettre, et ceci. Eleanor se tourna vers le tiroir de sa table de nuit, fouillant avec des doigts arthritiques jusqu'à ce qu'elle en sorte une petite clé de coffre-fort sur une chaîne. Elle a dit que vous deviez avoir au moins 30 ans pour comprendre. Vous avez 32 ans maintenant, n'est-ce pas? Comment le saviez-vous? Parce que j'ai noté votre date de naissance. 18 décembre 1992 à 3h47 du matin. J'étais là, Ryan. Je vous ai tenu dans mes bras quand vous avez pris votre premier souffle pendant que votre mère prenait son dernier. La pièce tournait autour de moi. Cette femme avait été là au moment où mon existence avait coûté la sienne à ma mère. Elle avait été témoin du terrible échange qui avait défini toute ma vie. Votre père, Harold, il était anéanti, continua Eleanor. Il vous a tenu dans ses bras et a sangloté. Puis il a disparu. Il a quitté l'hôpital avec vous et n'est jamais revenu. A changé d'adresse, changé de numéro de téléphone. J'ai essayé de vous retrouver tous les deux pendant des années. J'ai engagé des détectives privés avec mon propre argent. Quand Internet est apparu, j'ai cherché sans fin sur les réseaux sociaux. Rien. Papa me protégeait, dis-je, la compréhension m'envahissant. De quelque chose ou de quelqu'un. Eleanor hocha la tête. De la famille de votre mère, les Blackwood. Mais aussi de ceux-ci. Elle brandit l'enveloppe. Ryan, votre mère n'était pas n'importe quelle jeune femme. C'était une héritière. Et elle vous a tout laissé. Je fixai l'enveloppe dans ses mains, incapable de traiter ce qu'elle disait. Je ne comprends pas, asseyez-vous, mon cher garçon, dit Eleanor, sa voix douce mais ferme. Il y a tellement de choses que vous devez savoir sur qui était vraiment votre mère et pourquoi elle a fait les choix qu'elle a faits. Mais d'abord, vous devez comprendre que tout ce qu'elle a fait, y compris le contenu de cette enveloppe, elle l'a fait par amour pour vous. Un amour si puissant que même la mort n'a pu l'empêcher de prendre soin de vous. Eleanor plongea sa main tremblante dans le tiroir de sa table de nuit, en sortant une enveloppe en papier craft qui avait jauni avec le temps. Les coins étaient usés par des décennies de manipulation, et je pouvais voir des taches d'eau, comme si quelqu'un avait pleuré dessus plus d'une fois. Elle la plaça dans mes mains comme si elle me passait quelque chose de sacré. Votre mère était Maria Blackwood avant de devenir Maria Decker, commença Eleanor, sa voix stable malgré sa fragilité. La famille Blackwood possède la moitié de l'immobilier commercial de la Nouvelle-Angleterre. Des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des pâtés de maisons entiers. De la vieille fortune, du genre qui remonte aux barons du chemin de fer et aux magnats du transport maritime. Je fixai l'enveloppe, encore incapable de l'ouvrir. C'est impossible. Papa travaillait dans un garage. Nous vivions d'un chèque de paie à l'autre. Parce que votre père aimait assez votre mère pour la laisser choisir l'amour plutôt que l'argent, dit Eleanor. Harold travaillait au domaine des Blackwood comme mécanicien, s'occupant de leur collection de voitures anciennes. Maria avait 22 ans, tout juste revenue de l'université. Ils sont tombés amoureux, et quand Charles et Victoria Blackwood ont découvert que leur fille sortait avec un employé, ils lui ont donné un ultimatum. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, l'effort de parler l'épuisant clairement, mais ses yeux brûlaient d'urgence, comme si elle avait attendu trop longtemps pour raconter cette histoire et ne laisserait pas la mort l'en empêcher. Ils ont dit à Maria qu'elle pouvait avoir son héritage, son fonds en fiducie, sa place dans la société, ou qu'elle pouvait avoir Harold. Elle ne pouvait pas avoir les deux. Votre mère est sortie de ce manoir avec seulement les vêtements qu'elle portait et n'a jamais regardé en arrière. Mais vous avez dit qu'elle m'a tout laissé, dis-je, confus. Eleanor sourit, un sourire secret qui la fit paraître des décennies plus jeune. Maria était plus intelligente que ses parents ne le pensaient. Sa grand-mère, Isabelle Blackwood, avait laissé à Maria un fonds en fiducie distinct à sa mort.
Il devait arriver à maturité lorsque Maria aurait 35 ans, complètement indépendant de l'argent de la famille. Charles et Victoria ne pouvaient pas y toucher. Maria le savait, mais elle ne leur a jamais dit. J'ai finalement ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des papiers de banque et une lettre manuscrite sur du papier à lettres de couleur crème. L'entête indiquait « Maria Elizabeth Blackwood » en écriture élégante. « Lisez la lettre d'abord », insista Eleanor. « Le reste aura du sens après. » J'ai déplié la lettre, l'écriture de ma mère s'écoulant sur la page en une cursive soignée. « Mon très cher Ryan, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu pour te tenir dans mes bras, te voir grandir, être la mère que je voulais désespérément être. J'écris ceci 2 jours avant ta naissance et, d'une manière ou d'une autre, je sais que je ne m'en sortirai pas. Appelle ça l'intuition d'une mère ou juste la profonde compréhension que mon corps m'a donnée. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas responsable de ma mort. Tu es le plus grand cadeau que j'ai jamais pu offrir à ce monde. Ton père ne sait pas ce que je vais te dire, et il pourrait être en colère que j'ai gardé ce secret. Mais je voulais que nous construisions une vie basée sur l'amour, pas sur l'argent. Je voulais qu'il m'aime pour moi, pas pour ce que je pouvais fournir. Et il l'a fait. Oh, Ryan, comme il m'a aimé et comme je l'aime encore. Ma grand-mère Isabelle m'a laissé un fonds en fiducie d'une valeur de 8 millions de dollars, disponible lorsque j'aurai 35 ans. Comme je n'atteindrai pas cet âge, j'ai pris des dispositions avec des avocats pour qu'il te soit transféré et arrive à maturité lorsque tu auras 33 ans. D'ici là, avec un investissement approprié, il devrait valoir beaucoup plus. L'exécuteur testamentaire est Arthur Caulfield, le mari de la merveilleuse infirmière qui a promis de te remettre ceci. Ce sont de bonnes personnes, Ryan. Tu peux leur faire confiance. Mais il y a plus. J'ai investi secrètement en utilisant l'argent que j'ai économisé en donnant des cours particuliers et en vendant mes bijoux. J'ai acheté des actions dans des entreprises technologiques dont tout le monde dit qu'elles changeront le monde. Apple, Microsoft, Amazon. Elles sont toutes dans un portefeuille séparé, également à ton nom. Je ne sais pas ce qu'elles vaudront quand tu recevras ceci, mais je prie pour qu'elles te donnent la liberté que je veux que tu aies. Mes parents, tes grands-parents, sont des gens froids qui croient que l'argent les rend supérieurs aux autres. Ils m'ont dit que je trahissais ma lignée en épousant ton père. Ils ont dit que je regretterais d'avoir choisi l'amour plutôt que la sécurité. Ils avaient tort. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas te voir devenir l'homme que je sais que tu seras. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez, mon garçon chéri. Ni à cause de ton travail, ni à cause de ton compte en banque, ni à cause de ton nom de famille. Tu es le fils de Harold Decker, le meilleur homme que j'ai jamais connu, qui m'a assez aimé pour me laisser être moi-même. Et tu es le fils de Maria Blackwood Decker, qui t'a assez aimé pour s'assurer que tu n'aurais jamais à sacrifier tes rêves pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Utilise cet argent pour vivre librement. Utilise-le pour suivre tes rêves. Utilise-le pour aimer sans peur. Et si jamais tu doutes de toi, souviens-toi que tu valais tout pour moi. Tu valais mon héritage, mon nom de famille, et même ma vie, et je ferai le même choix 1 millier de fois. Tout mon amour, maman. Je ne pouvais plus voir la lettre à travers mes larmes. Eleanor se pencha et prit ma main dans sa poigne parcheminée. Il y a plus, murmura-t-elle. Regarde le relevé de portefeuille. J'ai sorti un document daté du mois dernier. Mes yeux n'arrivaient pas à traiter les chiffres au début. Les 8 millions d'origine du fonds de ma grand-mère. L'argent investi que ma mère avait secrètement économisé. 40 ans d'intérêts composés et de croissance des actions. Les actions Apple seules, qu'elle avait achetées pour quelques centimes, valaient maintenant des millions. 43 millions de dollars, dit Eleanor doucement. La valeur actuelle est de 43 millions de dollars. Ryan, votre mère a transformé 8 millions en 43 millions parce qu'Arthur, mon défunt mari, était un conseiller financier brillant qui a traité le fonds de votre mère comme si c'était son propre enfant. Il est mort il y a 2 ans. Mais les avocats de Morrison, Krenke & Associates le gèrent depuis, attendant que vous le réclamiez. La pièce semblait basculer. Je me suis agrippé aux accoudoirs du fauteuil pour me stabiliser. Ça ne peut pas être réel. Il y a une dernière chose, dit Eleanor, attrapant un autre document. Vos grands-parents sont toujours en vie. Charles et Victoria Blackwood. Ils ont maintenant 80 ans et vivent dans le même manoir où votre mère a grandi à Winter. Charles a eu une crise cardiaque l'année dernière. D'après des amis communs, cela l'a changé. Ils n'ont pas d'autres enfants,
Ryan. Maria était leur unique enfant. Ils vous cherchaient aussi. J'ai pensé aux mots de Bridget ce soir-là au restaurant. J'ai besoin de quelqu'un de mon niveau maintenant. Elle n'avait aucune idée de mon vrai niveau. L'ironie était si vive qu'elle aurait pu couper du verre. Pourquoi mon père ne m'a-t-il rien dit, demandai-je, la voix creuse. Eleanor me serra la main. Je pense que Harold vous protégeait de la douleur du rejet. Les Blackwood avaient si profondément blessé Maria. Peut-être pensait-il que si vous ne saviez jamais rien d'eux, ils ne pourraient pas vous blesser non plus. Ou peut-être voulait-il simplement que vous sachiez que vous étiez aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pourriez hériter. J'ai regardé la femme mourante qui avait gardé ce secret pendant 35 ans, qui m'avait cherché sans relâche, qui avait honoré une promesse faite à ma mère avec une loyauté inébranlable. Eleanor, pourquoi m'avez-vous cherché toutes ces années? Ses yeux se remplirent de nouvelles larmes. Parce que j'ai tenu la main de votre mère pendant qu'elle mourait, Ryan. Et avec son dernier souffle, elle m'a fait promettre que vous sauriez que vous étiez aimé. Elle m'a fait promettre que vous sauriez que vous valiez tout. Une promesse à une mère mourante est sacrée. Je ne pouvais pas affronter ma propre fin sans l'accomplir. La clé du coffre-fort pendait à ses doigts, captant la lumière de fin d'après-midi. Ceci est pour le coffre à la First National Bank du centre-ville. Les bijoux de votre mère y sont, y compris sa bague de fiançailles de votre père. Elle voulait que vous l'ayez pour quand vous trouveriez quelqu'un qui vous aimerait pour exactement qui vous êtes. J'ai pris la clé, sentant le poids de 35 ans de secret dans ma paume. Le pauvre livreur qui n'était pas assez bien pour une avocate fraîchement diplômée valait en fait plus que tout le cabinet d'avocats de Bridget. L'homme à qui on avait dit qu'il n'était pas à son niveau était si loin au-dessus qu'il aurait pu acheter l'immeuble où se trouvait son bureau. Les yeux d'Eleanor devenaient lourds. L'effort de raconter cette histoire l'épuisait clairement. Votre mère vous a aussi laissé autre chose dans ce coffre, murmura-t-elle. Des photos d'elle et de votre père, leur album de mariage. Elle voulait que vous voyiez à quel point ils étaient heureux, à quel point elle avait eu raison de choisir l'amour. Je suis resté assis dans mon camion devant Rosewood Gardens pendant 2 heures, incapable de conduire, incapable de bouger, incapable de réaliser que toute ma vie avait été construite sur une fondation dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. L'enveloppe reposait sur le siège passager comme si elle pouvait s'évaporer si je détournais le regard. 43 millions de dollars. Ma mère m'avait aimé pour une valeur de 43 millions de dollars. Et je ne savais même pas que son nom de famille était Blackwood. Le lendemain matin, je suis entré dans la First National Bank, portant le même jean et la même chemise de travail que j'avais porté pour livrer la soupe d'Eleanor. Le directeur de la banque a failli appeler la sécurité quand j'ai demandé à accéder à un coffre-fort qui était resté intact pendant 35 ans. Mais quand je lui ai montré la clé et les documents juridiques, son attitude a complètement changé. Soudain, je n'étais plus un livreur. J'étais Monsieur Decker, monsieur. Et souhaiteriez-vous utiliser notre salon privé? À l'intérieur du coffre se trouvait la bague de fiançailles de ma mère, offerte par mon père, un simple solitaire en diamant qui valait plus en amour qu'en argent. Il y avait des photos de mes parents le jour de leur mariage, ma mère rayonnante dans une simple robe blanche, mon père la regardant comme si elle avait décroché la lune. Il y avait une photo de ma mère enceinte de moi, sa main sur son ventre, souriant directement à l'appareil photo avec une note au dos, « Tu es déjà si aimé, mon petit ». Et il y avait ses bijoux, des pièces qu'elle avait héritées de sa grand-mère Isabelle que ses parents n'avaient pas pu reprendre. Un collier de perles, des boucles d'oreilles en diamant, une broche en saphir. Chaque pièce avait une note attachée expliquant son histoire, sa valeur, comme si ma mère savait que j'aurais peut-être besoin de les vendre un jour. Mais je ne le ferai jamais. C'était tout ce que j'avais d'elle, à part l'argent. Les avocats de Morrison, Krenke & Associates m'ont traité comme un roi quand je suis arrivé pour mon rendez-vous. Le même cabinet où Bridget travaillait maintenant comme collaboratrice junior, s'échinant à faire des semaines de 80 heures pour une fraction de ce que mon portefeuille gagnait en intérêt quotidiennement. Monsieur Decker, l'associé principal, William Morrison lui-même, m'a serré la main. Nous vous attendions depuis très longtemps. Les instructions de votre mère étaient très spécifiques sur la façon dont ces actifs devaient être gérés jusqu'à ce que vous soyez prêt à les recevoir. La paperasse a pris 3 jours. Des documents de transfert, des formulaires fiscaux, des portefeuilles d'investissement qui s'étalaient sur des dizaines de pages. Ma mère ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, elle m'avait laissé la liberté. La première chose que j'ai faite a été de m'assurer qu'Eleanor Caulfield recevait les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. J'ai engagé des infirmières privées 24 heures sur 24,
fait venir des spécialistes, veillait à ce qu'elle ait des fleurs fraîches tous les jours. Je lui rendais visite tous les soirs après mes livraisons, que je continuais à faire parce que je n'étais pas encore prêt à ce que ma vie change complètement. Vous n'avez pas à faire ça, protesta faiblement Eleanor en voyant la suite de luxe dans laquelle je l'avais installée. Vous avez tenu une promesse faite à ma mère pendant 35 ans, lui ai-je dit. Ce n'est rien comparé à ça. Eleanor a vécu 3 semaines de plus. J'étais là quand elle est partie, lui tenant la main comme elle avait tenu celle de ma mère. Ses derniers mots furent, dites à Maria que j'ai tenu ma promesse. Après ses funérailles, que j'ai payé et où j'étais le seul à pleurer sa mort à part Bethany, l'infirmière qui avait été si gentille avec elle, je me suis assis pour prendre des décisions concernant mon avenir. L'argent semblait surréaliste, comme des chiffres sur un écran qui n'avaient rien à voir avec le Ryan Decker qui s'était détruit le corps en cumulant 3 emplois. Je n'ai pas cherché à me venger de Bridget. Quand elle a appris mon héritage par les ragots du bureau, elle a essayé d'appeler. 17 appels manqués en une journée. Des SMS sur des malentendus, des décisions hâtivées, nous devrions parler de nous. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Puis j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai acheté l'immeuble où Patterson, Grenier & Associates avaient leur bureau. Pas pour les expulser ou causer des problèmes, juste pour le posséder. Pour savoir que chaque mois, le cabinet de Bridget payait un loyer à l'homme qu'elle disait ne pas être à son niveau. L'ironie était délicieuse, mais pas satisfaisante. Ce qui était satisfaisant, c'est ce que j'ai fait ensuite. J'ai gardé mon travail de livreur, mais j'ai commencé quelque chose de nouveau. J'ai créé la Table de Maria, une organisation à but non lucratif qui fournit des livraisons de repas gratuites aux personnes âgées en soins palliatifs. J'ai embauché des chauffeurs et les ai payés $30 de l'heure avec tous les avantages sociaux et un plan de retraite. De bons emplois pour de bonnes personnes qui travaillaient dur et méritaient le respect. Jérôme, du chantier de construction, a été ma première embauche. Tu es fou, mec, a-t-il ri quand je lui ai annoncé le salaire. Mais je suis ton genre de fou. Walter Henning est sorti de sa retraite pour m'aider à gérer les opérations. J'ai toujours su que tu étais destiné à plus que te casser le dos dans le béton, a-t-il dit d'un ton bourru, mais ses yeux étaient chaleureux. J'ai rencontré Charles et Victoria Blackwell d'une fois. Ils étaient vieux, fragiles, noyés dans le regret. C'était 35 ans trop tard. Ils vivaient dans un manoir de 14 chambres sans famille pour les remplir. Vous lui ressemblez tellement, a pleuré Victoria en me voyant. Tout comme notre Maria. Elle n'était pas à vous, leur ai-je dit calmement. Elle était la femme de Harold Decker. Elle était ma mère. Vous l'avez rejetée parce qu'elle a choisi l'amour plutôt que votre argent. Il s'avère qu'elle n'avait pas besoin de votre argent de toute façon. Charles, confiné dans un fauteuil roulant depuis sa crise cardiaque, a tendu une main tremblante. Nous avons eu tort. Nous avons eu si terriblement tort. Nous avons perdu notre fille à cause d'une fierté et de préjugés qui ne signifient plus rien maintenant. Je leur ai pardonné parce que ma mère l'aurait voulu. Mais le pardon ne signifiait pas une relation. Je leur envoie une carte de Noël chaque année avec une photo de la table de Maria livrant des repas, un rappel que l'héritage de leur fille est la gentillesse, pas la cruauté. 6 mois après la mort d'Eleanor, je livrais de la nourriture par l'intermédiaire de la table de Maria à un nouveau patient en soins palliatifs quand j'ai croisé Bethany, l'infirmière de Rosewood Gardens. Elle travaillait maintenant dans un autre établissement, s'occupant toujours des gens dans leurs derniers jours avec compassion et grâce. Ryan, dit-elle, surprise. J'ai entendu parler de ce que vous avez fait pour Eleanor. C'était magnifique. Nous avons pris un café, puis dîné, puis d'autres cafés. Elle ne se souciait pas de mon argent. Elle se souciait du fait que je livrais encore personnellement des repas chaque semaine, que je connaissais les noms des enfants de mes chauffeurs, que je gardais les outils de mon père dans mon camion même si je n'en aurais plus jamais besoin. Tu pourrais faire n'importe quoi, m'a-t-elle dit un soir alors que nous regardions le coucher de soleil depuis mon nouvel appartement, qui était modeste malgré ma richesse. Pourquoi ça? Parce que ma mère a choisi l'amour plutôt que l'argent et ne l'a jamais regretté, ai-je dit. Parce que mon père a choisi la dignité plutôt que la divulgation et m'a protégé d'une vérité qui aurait pu me corrompre. Parce qu'Eleanor a choisi la loyauté pendant 35 ans de recherche. Parce que tous ceux qui m'ont vraiment aimé ont choisi quelque chose de plus difficile que l'argent. Alors maintenant, je choisis d'utiliser l'argent pour rendre l'amour plus facile pour les autres. Bridget travaille toujours chez Patterson, Grenier & Associates. J'ai entendu dire qu'elle a récemment été promue associée senior.
Elle sort maintenant avec un gestionnaire de fonds spéculatifs, quelqu'un de son niveau. J'espère qu'elle est heureuse. Je l'espère vraiment, parce que je comprends maintenant qu'elle m'a rendu service. Si elle ne m'avait pas quitté parce que je n'étais pas assez, je n'aurais jamais découvert que j'étais déjà tout. Je m'appelle Ryan Decker. Je suis le fils de Harold Decker, qui m'a appris que le travail a une dignité, et de Maria Blackwood Decker, qui m'a appris que l'amour vaut n'importe quel sacrifice. Je livre de la nourriture à des personnes mourantes parce que tout le monde mérite du réconfort dans ces derniers jours. J'ai 43 millions de dollars en banque et des mains calleuses dont je suis fier. On m'a dit que je n'étais pas au niveau de quelqu'un, et ils avaient raison. Je n'ai jamais été à leur niveau. J'étais au-dessus depuis le début. Certaines personnes mesurent la valeur en dollars et en diplômes, en titres et en trophées. Mais j'ai appris que la vraie valeur se mesure en promesses tenues, en amour donné librement et en l'intégrité de rester soi-même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas assez. Ma mère le savait. Eleanor le savait. Et maintenant, enfin, moi aussi. La fortune que ma mère m'a laissée ne concernait pas vraiment l'argent. C'était la liberté de choisir qui aimer, comment vivre et ce qu'il fallait valoriser. Elle m'a donné la seule chose que ses parents ne lui ont jamais donnée, la certitude absolue que j'étais suffisant, exactement tel que je suis. Et ça vaut plus que 43 millions de dollars. Ça vaut tout. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que votre valeur ne se mesure pas aux normes des autres, alors s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un vous a montré votre vraie valeur quand le monde disait que vous n'étiez pas assez. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires découvrant des vérités extraordinaires sur eux-mêmes. Parce que tout le monde a une histoire qui mérite d'être racontée et que tout le monde vaut plus qu'il ne le pense.